Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Lettre d'un diplomate en Chine au début du XXe siècle. Hong Kong, Hainan, Yunnan, 1901-1909. Mémoires asiatiques, collection dirigée par Philippe de Lalande. Déjà paru. Dianping Sun, une jeune shanghaïenne dans la Chine de Mao, 1954 à 1981, 2008. Paul Guillaumat, La Chine à l'Ancan. Rapport et souvenirs d'un officier français du 2e bureau en Extrême-Orient, 1897 à 1901, 2008. Claude Gilles, Le Cambodge. Témoignage d'hier à aujourd'hui, 2006. Mali CHHUOR, Le Serment 2005, Stéphane Ferrero, Formose vue par un marin français du 19e siècle, 2005. Philippe Marchas. Lettre d'un diplomate en Chine au début du XXe siècle. Hong Kong, Hainan, Yunnan, 1901-1909. L'Harmattan. Du même auteur. L'économie mixte, que sais-je, Presse universitaire de France, 1971. Un empire convoité. Le Maroc et les puissances de 711 à 1942. Prix Lyoté 2007 de l'Académie des sciences d'outre-mer, Muller Edition, 2007. Jeune diplomate au Siam, 1894 à 1900. Lettre de mon grand-père. Raphaël Réau, Muller Edition, 2009. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 333 1. EAN 9 782 296 543 331. Avant-propos. Cet ouvrage, qui fait suite à Jeune diplomate au Siam, 1894 à 1900, retrace la vie de mon grand-père maternel, Raphaël Réau, à partir de sa correspondance inopinément retrouvée. Commencée dès sa mise en pension par ses parents qui habitaient l'île d'Oléron, elle nous fait partager sa vie de lycéen à La Rochelle, d'étudiant en droit et d'élève de l'École des langues orientales à Paris, et son année de conscrit à Rochefort. Alors commence sa carrière, avec pour premier poste le royaume, encore très féodal du Siam, où il reste de 1894 à 1900. Il est appelé à y rechercher, comme 3e consul, parfois au péril de sa vie, des résidents indochinois pour en faire des protégés français, mais aussi à assister au palais royal de Bangkok, à des réceptions fastueuses ou émouvantes lorsqu'il s'agit de crémation. Il épouse durant son congé en France une cousine, Laure, charentaise comme lui, et rejoint avec elle, en janvier 1901 comme interprète, le consulat de Hong Kong, le port parfumé, traduction française du cantonais et Hongkong. La Chine, un empire convoité en voie de déliquescence. L'enclave insulaire de Hong Kong est, avec sa splendide rade abritée au pied du fameux pic, le Tai Mo Shan qui culmine à 958 mètres, un havre de paix, alors que la Chine qui en borde les nouveaux territoires connaît depuis des années des troubles qui ne cessent de s'aggraver. C'est l'Angleterre qui, dès 1840, a initié ce que l'on a qualifié sa pénétration par diverses puissances étrangères. L'incapacité grandissante de la dynastie mandchoue des Tsin, ou Qing, au pouvoir depuis 1649, à remplir ses fonctions régaliennes, encourage et facilite leurs interventions. L'interdiction en 1839 par Pékin de poursuivre le trafic de l'opium est à l'origine d'une intervention militaire de l'Angleterre à Canton. Elle obtient l'ouverture de 5 ports et la liberté de commercer, comme les États-Unis et la France, qui se voient en outre attribuer 2 ans plus tard le droit de protéger les missions catholiques. Les hausses d'impôts, une famine et diverses épidémies qui font en 1849 une dizaine de millions de victimes amplifient l'hostilité populaire contre le pouvoir impérial et favorisent le développement d'un mouvement religieux, le Taiping, qui va jusqu'à créer à Nankin un pseudo-État. C'est avec une aide étrangère, américaine et anglaise du futur gouverneur du Soudan Charles Gordon, que le pouvoir vient à bout en 1864 de cette jacquerie, dont le bilan s'élève, là encore, à plusieurs millions de morts.
La multiplication des meurtres de missionnaires, l'hostilité des autorités et le non-respect des clauses des traités de Tientsin, aujourd'hui Tianjin, qui avaient ouvert 11 nouveaux ports, sont à l'origine d'une nouvelle expédition, cette fois franco-anglaise, dirigée par Cousin Montauban, qui après la victoire de Palikao et la prise de la capitale, aboutit à la signature des traités de Pékin. Outre l'accès à de nouveaux ports, ils accordent aux étrangers divers droits concernant la propagande religieuse et les représentations diplomatiques et consulaires. Les timides réformes de l'impératrice douairière Tsehui, arrivée en 1861 au pouvoir, n'améliorent en rien une situation de troubles et de massacres qui en 1870 n'épargne pas les religieuses de Tientsin. Le Japon, bien que puissance asiatique, y voit l'occasion de participer lui aussi au dépeçage de sa grande voisine en l'attaquant en 1894. Le traité de Shimonoseki du 17 avril 1895 lui accorde Formose, aujourd'hui Taïwan, et la presqu'île de Liaotong avec Port Arthur, provisoirement restituée à la Chine sur les instances de la Russie, qu'il obtiendra comme territoire à bail en 1898. Le démembrement s'accentue au cours de cette période, avec la cession par Pékin de la baie de Kiao Tche accent aigu OU à l'Allemagne, de Weiwei, aujourd'hui Weihai, de la Birmanie et d'une zone d'influence dans le bassin du Yangtze à l'Angleterre et à la France, de la baie de Kwangcheuan ainsi que d'une concession de chemin de fer au Yunnan. Le ressentiment qui en résulte conduit à l'éviction pendant 3 mois, les 100 jours, de l'impératrice par l'empereur Kwangu. Celui-ci lance à son tour des réformes, que Tsehui s'empresse d'annuler dès son retour au pouvoir. Elle fait arrêter les chefs réformistes et oblige l'empereur à désigner comme son successeur Puxiu, dont les Japonais feront sous le nom de Puyi en 1934, l'empereur du Manchukuo qu'ils auront préalablement envahi. Ces révolutions de palais favorisent l'extension à tout l'empire d'une situation de plus en plus chaotique, due en partie à la montée en puissance de la société secrète des boxeurs, dont la forte idéologie xénophobe et les constantes agressions contre les étrangers confortent l'influence. Appuyés par l'impératrice, leur attaque du quartier délégations étrangères à Pékin et le meurtre du ministre d'Allemagne provoquent l'envoi en 1900 d'une expédition internationale et l'imposition l'année suivante de lourdes réparations à la Chine. Celle-ci ne manque d'accroître plus encore une opposition populaire qui vise autant le pouvoir impérial pour son impéritie que les diables étrangers pour leurs assauts continuels. L'anarchie est telle qu'à côté des boxeurs apparaissent et se développent seigneurs de la guerre et bandes armées. L'une d'elles, les pavillons noirs, dont le nom rappelle la couleur de leurs oriflammes, sévit surtout dans les provinces méridionales et la zone frontalière du Yunnan et du Tonkin. Il s'était opposé à la politique de pacification que la France y avait menée, après avoir rattaché cette ancienne province chinoise à l'Union indo-chinoise créée en novembre 1887. La situation particulière de Hong Kong et de Macao. Arrivé comme simple interprète au consulat français de Hong Kong, Raphaël y bénéficie rapidement, comme cela avait été le cas à Bangkok, de circonstances favorables qui lui permettent d'en devenir le gérant au bout de quelques mois, le titulaire du poste partant en retraite et son successeur n'étant pas à même de l'occuper. La circonscription consulaire dont il a la charge diffère profondément, par sa taille et son statut, de la précédente qui s'étendait sur l'ensemble du Siam. Elle regroupe l'île, avec son pic, sa rade et la ville de Victoria, et sur les 30 km bordant la côte chinoise, la presqu'île de Kowloon et les nouveaux territoires, ainsi que les îles Stonecutters et quelques 237 îlots. Au sud-est de la Chine, et à environ 130 km au sud de Canton, cet ensemble de 1000 km² et de 3000 avec ses eaux territoriales, jouit d'un statut particulier qu'il doit à l'histoire et à sa position stratégique. La première guerre de l'opium précitée, déclenchée après une saisie chinoise à Canton d'importants stocks d'opium, permet à l'Angleterre d'obtenir l'île de Hong Kong par la Convention de Shunpi du 20 janvier 1841. Le traité de Nankin du 29 août 1842 perpétue cette cession, et la Convention de Pékin qui clôt le 26 mars 1860 la Seconde Guerre de l'opium y ajoute Kowloon et les îles Stonecutters. Leur rétrocession à la Chine, décidée le 1er juillet 1997, intervient, comme prévu, le 9 juin 1998. Macao, ville côtière proche de Hong Kong,
est incluse dans sa juridiction consulaire, ce qui explique que Raphaël s'y rende plusieurs fois pour y rencontrer le gouverneur portugais et y défendre des intérêts français menacés. Ce petit territoire de 21 km², à l'habitat resté typiquement portugais, avait été cédé en 1557 par Pékin pour remercier Lisbonne de son aide contre le pirate Chang Tse-Lao, les droits d'occupation perpétuels. Accordés le 1er décembre 1887 à cette zone devenue un paradis fiscal, et dotée de plusieurs casinos ont là aussi été rétrocédés à la Chine un peu plus tard, le 20 décembre 1999. C'est un poste particulier que Raphaël rejoint en mars 1901, du fait que cette minuscule île chinoise, comparée à l'immense empire du milieu qui l'aborde et qui est alors à feu et à sang, jouit d'un calme exceptionnel et surprenant car elle est depuis plus d'un demi-siècle sous administration anglaise. À ce premier pôle d'intérêt important, s'en ajoute, pour le poste comme pour celui qui l'occupe, un second, d'ordre franco-français, dû à sa proximité d'un Tonkin devenu territoire français par son récent rattachement à l'Union indo-chinoise. C'est là une situation aussi exceptionnelle que complexe. Nicole Bensac-Tixier, dans son Histoire des diplomates et consuls français en Chine, 1840 à 1912, édité en 2008 par les Indes savantes, a fait une excellente analyse de ces multiples éléments, dont quelques-uns sont repris dans le présent ouvrage pour le précieux enrichissement qu'ils apportent à la rapide présentation d'une histoire tourmentée qui n'a rien d'un long fleuve tranquille. Ainsi en est-il de la description que le comte de Rochechouart fait en 1866 d'un site qui devait sensiblement correspondre à celui que trouve Raphaël à son arrivée. La rade de Hong Kong est superbe. La mer est bleue comme la Méditerranée, le ciel clair et lumineux et les côtes élevées, agraires et pittoresques. La ville s'élève en amphithéâtre sur une colline aride et pierreuse, où naguère il ne poussait pas un brin d'herbe. Aujourd'hui les pentes adoucies permettent la circulation des voitures, et partout des maisons qui sont des palais se sont élevées comme par enchantement. Raphaël Réau passera plusieurs années dans cette île, avant de rejoindre pour un bref séjour une autre île, relativement proche mais beaucoup plus grande et chinoise, Hainan, qu'il quittera ensuite pour rejoindre au cœur de la province méridionale chinoise du Yunnan, le consulat de Mongtse, aujourd'hui Mengzi. Les problèmes que le Tonkin pose au consulat de Hong Kong. Au moment où Raphaël rejoint le premier de ces trois postes, un bref rappel de ce qu'est alors la politique française en Extrême-Orient ne paraît pas inutile. Avec l'appui de négociants français et du missionnaire Pignot de Béhène, Nguyen Han fonde en 1802 la dynastie des Nguyen, conquiert l'Annam, la Cochinchine et le Tonkin, puis se proclame empereur d'un pays qui s'appelle déjà Vietnam. Lui succède, en 1819, son fils Minh Mang, puis Tu-Duc qui, après la prise de Touran en septembre 1858 et la pacification de la Cochinchine en 1861, cède à la France en juin 1862 les provinces orientales du Nam Qui, du Nambo et la Basse-Cochinchine. Le Cambodge devient en 1863 le premier protectorat français de la région. Le départ de Hong Kong, fin octobre 1872 pour explorer les abords du fleuve Rouge, de Jean Dupuy, officiellement un négociant convoyant des armes à destination du Yunnan pour les livrer au maréchal Ma afin de lutter contre les rebelles musulmans, incite les Chinois, par l'envoi d'émissaires à Hong Kong et Hanoï, à s'en débarrasser. L'un des prédécesseurs de Raphaël au consulat, Adam Sienkiewicz, gêné, car ignorant ce que sont les vues du gouvernement français sur le Tonkin, c'était de même que Pékin, l'orthographe alors utilisée, préfère se refermer dans la réserve la plus absolue, bien que cette province, riche en mines de cuivre, plomb, argent, charbon et d'un climat très salubre était pour l'opinion le complément nécessaire de notre colonie. Il avait entendu parler de la conquête du Tonkin par la France comme d'un fait qui serait, comme ainsi dire, accompli, au point d'avoir naturellement éveillé les susceptibilités du gouvernement de Hong Kong. Le traité d'Annam, conclu en août 1884 avec l'empereur Yepoa, successeur de son frère Tu-Duc, fait à son tour du Tonkin un protectorat que, par le premier traité de Tientsin du 11 mai 1884, la Chine s'engage à évacuer, en même temps qu'elle reconnaît en juin le protectorat sur l'Annam. La création en novembre 1887 de l'Union indo-chinoise regroupant trois protectorats, Annam-Tonkin, Cambodge et Laos, une colonie, la Cochinchine et un territoire à bail, le Quang Cheu Wan,
est bien accueilli par les milieux industriels et commerciaux de Hong Kong qui se réjouissent à juste titre de voir la France leur ouvrir un nouveau centre d'opération, à un moment où les banques regorgent de capitaux inoccupés. Mais alors que les milieux d'affaires de Hong Kong songent à renforcer les liaisons maritimes et commerciales existantes, Adam Sienkiewicz estime préférable de laisser l'avantage de la situation aux négociants français de Saïgon, plutôt que de l'abandonner à des personnes qui, tout en ne portant qu'un bien faible intérêt à la France, voudraient profiter des facilités qu'à ses risques et périls elle offre au commerce général. Après son départ en avril 1877, le consulat connaît des années difficiles. Son nouveau titulaire, Arthur Lannen, ne pouvant rejoindre son poste, une personne étrangère au service assure l'intérim jusqu'à l'arrivée en juillet 1878, d'Ildefonse Plichon qui en avait eu la gérance en 1875. Dans la nuit de Noël 1878, le plus terrible incendie qui se soit vu depuis la création de la colonie, détruit près de 400 maisons, mais la cathédrale, l'évêché et le consulat sont miraculeusement épargnés grâce aux secours apportés par les commandants, capitaines et équipages des navires français ancrés dans la rade. Les années suivantes voient le personnel consulaire sérieusement éprouvé par des ennuis de santé. Une dysenterie emporte, en février 1880, Ildefonse Plichon. Son successeur Gustave Delonray attrape la fièvre jaune, échappe de peu à la mort et rentre en France. Après un bref intérim d'Alexandre Laurence de Lalande, Léon Desjardins, qui prend fin novembre 1882, un poste composé d'un consul et d'un chancelier substitut, informe son ministre du surcroît de travail qu'impose l'expédition du Tonkin. Tous les ports de la côte chinoise étant interdits aux navires de l'escadre française durant le conflit, ceux-ci trouvent refuge à Hong Kong. Aussi relève-t-il l'insuffisance des frais de représentation que leur octroie leur ministère. Le consulat français de Hong Kong est à une position stratégique, étant dès mars 1883, chargé de toutes les transmissions télégraphiques entre le gouvernement à Paris, le corps expéditionnaire au Tonkin, l'escadre, les légations de Pékin et de Tokyo, et le consulat de France à Canton, en attendant la pose de lignes directes, terrestres et marines avec Canton, Saïgon, Haiphong et Macao. Il lui faut aussi recevoir et distribuer toute la correspondance destinée aux bâtiments de la division navale d'Extrême-Orient, et donc suivre pour les transferts de courrier, tous les mouvements des navires de guerre et des paquebots ou malles étrangers. Une fois créée l'Union indo-chinoise, ce rôle de plaque tournante se renforce, car Hong Kong est le poste consulaire le plus proche des nouvelles possessions françaises en Extrême-Orient. Cette importance des passages que relatera aussi Raphaël, conduit un autre de ses prédécesseurs, Georges Guéraud, à informer à son tour son ministre que ce poste est le plus dispendieux de Chine, le consul y étant tenu d'y recevoir hauts fonctionnaires, officiers généraux, voyageurs sans distinction, sans parler des consuls étrangers et de toutes les personnalités importantes de la colonie. Ce sont autant de gens de bonne compagnie qu'il lui faut recevoir, sous peine d'acquérir le fâcheux renom d'un ladre guère plus payé qu'un jeune comptable du comptoir d'escompte. Mais la santé de l'auteur de cette note de savoir-vivre l'oblige à quitter prématurément Hong Kong. Il a pour successeur, en novembre 1894, un ami de Gambetta, Gaston Leroux, dont la famille ne supporte pas le climat. Aussi quitte-t-il lui aussi son poste, dont il reste toutefois titulaire, alors qu'apparaît, comme chaque année entre mai et septembre, la peste, terrible fléau pratiquement endémique, qui fait 2500 victimes chinoises et 10 européennes. Peu après débarque, en février 1901, Raphaël et sa jeune épouse qui ne connaît pas encore l'Asie. Hong Kong et Macao, base de repli et d'action des révolutionnaires et réformistes chinois. Hong Kong, comme le relève Madame Bensac-Tixier, est l'un des points d'observation les plus importants, non seulement pour les mouvements de navires dans le port, mais également pour les provinces méridionales de la Chine. Celles-ci, d'est en ouest le Guangdong, le Guangxi et le Yunnan, sont des zones sensibles pour leur irrédentisme séculaire, leur éloignement de Pékin et leur proximité de deux territoires, le Tonkin et la Birmanie, qui ont récemment échappé à la suzeraineté chinoise. Cela vaut au consul français de Hong Kong d'être aux premières loges pour surveiller l'Angleterre, toujours considérée comme la principale rivale. La porosité des frontières entre ces différents territoires contribue à y aggraver une situation dont notre légation à Pékin. Il n'y existait pas encore d'ambassade, et le Quai d'Orsay à Paris sont régulièrement informés.
En mars 1898 par exemple, sont signalés des troubles désolant la région, où le vent de la persécution souffle à nouveau et menace de gagner de proche en proche. Des chrétientés y sont dévastées, et des massacres de missionnaires comme celui du père Barthollet s'y déroulent en plein jour et en toute impunité. Ils sont le fait de pillards disant avoir l'aval des autorités, et proclamant que les chefs des pavillons noirs levaient des volontaires pour anéantir le christianisme et battre les Français. Le consul, auteur de la note, y voit peut-être seulement un début, et craint d'assister à une seconde édition des ruines de 1883-84, par référence au conflit franco-chinois soulevé par le Tonkin. Dans ce contexte général, l'exterritorialité de l'île anglaise est naturellement utilisée, sous différentes formes, par ceux qui luttent contre la dynastie mandchoue. C'est ainsi que, selon Nicole Bensac-Tixier, Hong Kong devient pour les révolutionnaires la base idéale pour lancer leurs opérations dans les provinces méridionales, sous l'œil complaisant des autorités anglaises et des consuls européens présents dans ce port. Un exemple parmi d'autres en est donné au Quai d'Orsay par l'arrivée dans l'île, le 29 octobre 1898, de l'opposant Kang Youwei qui, dans la maison que garde la police, ne se prive pas de recevoir de nombreux ennemis du gouvernement impérial sous la protection du gouvernement britannique. Au nombre des opposants qui, poursuivis par la police impériale après l'échec des 100 jours, y résident épisodiquement, figurent également Liang Qicha et surtout Sun Yat-sen qui mérite une mention spéciale. Son engagement politique inflexible, qui en fera le premier président d'une république chinoise éphémère, remonte à ses années de jeunesse. Elle se passe dans son Guangdong natal, à Choiran, Macao, Canton, puis Hong Kong, où il exercera pendant plusieurs années comme médecin. Il y nouera ses premiers contacts, qui se poursuivront avec Raphaël Réau, dont il écrira qu'il était l'un de ses vieux amis, connaissant bien le parti. C'était le Parti du peuple, émanant de l'Association pour la régénération de la Chine, devenue en 1908 la Ligue de l'Union des révolutionnaires, et en 1911 le Kuomintang. Cette même année, un événement majeur annonciateur de la création de la République allait se produire, après un grave incident survenu à Hankéou, que rapporte un collègue de Raphaël Réau, Georges Soulier de Morand, dans son livre consacré, à partir de ses mémoires, à Sun Yat-sen selon l'ancienne typographie. À la réunion du corps consulaire, le consul de France, Réau, prit la parole avec force, expliquant que le but du parti révolutionnaire de Sun Yat-sen était de réorganiser le gouvernement, et qu'il ne s'agissait pas d'une tempête sans raison et sans idée. On ne pouvait en aucune manière comparer le parti aux boxeurs. Grandeur et servitude du métier de diplomate. Seule la lecture de telles correspondances rend compte de l'énorme différence, sans cela difficilement concevable, existant entre les conditions de vie actuelles de nos expatriés dans les pays lointains, et celles de nos diplomates au début du siècle dernier. Les effets qu'ont eus dans leur vie quotidienne des progrès constamment renouvelés, méritent là aussi d'être très brièvement mentionnés. Quelques heures d'un vol confortable en jet suffisent aujourd'hui à rejoindre Hong Kong, alors qu'il fallait à Raphaël, au gré des circonstances, un mois ou plus, à bord d'un steamer, constamment appelé à affronter moussons, typhons et avaries plus ou moins importantes. À cette durée, déjà longue et toujours incertaine, s'ajoutait, pour Mong Tse, avant la mise en service du chemin de fer, 1 à 2 semaines de cheval, de jonque ou de chaise à porteur, dans des conditions parfois fort dangereuses décrites avec force détail. Les distances, que les liaisons aériennes ont considérablement réduites, créaient un sentiment d'éloignement, grandissant au fur et à mesure que se prolongeaient des séjours de 3 ans et plus. Le temps mis à parcourir ces distances était une contrainte incontournable qui s'imposait dans de multiples domaines, qu'il s'agisse du transport non seulement des personnes, mais aussi des biens, du courrier et de l'information sous ses formes les plus diverses. Le télégraphe, fort coûteux, était à ses débuts, comme le cinéma, et faute à l'époque de téléphones fixes ou portables, de radio, de télévision, d'internet et d'autres iPods ou BlackBerry, sur 24, il fallait attendre les malles maritimes, relayées dans certains cas par des coursiers à cheval, pour avoir des nouvelles des familles et du monde, et les descriptions d'arrivée du courrier sont à cet égard édifiantes sur l'impatience avec laquelle il était attendu.
La santé, autre élément cette fois-ci vital, revient comme un leitmotiv dans les lettres, non sans raison si l'on songe à la fréquence, au nombre et à la diversité des accidents de santé et des deuils relatés. Leur nombre, qui s'accroît au fur et à mesure que s'égrènent les années, concerne aussi bien les familles restées au pays que les agents du quai, d'Orsay ou du département pour reprendre des expressions consacrées et les proches qui les accompagnent. Raphaël lui-même ne devait pas faire exception, comme ministre de France à Bangkok, où il fut terrassé en 1928, comme l'avait été l'un de ses prédécesseurs lors de son premier séjour, alors qu'il venait de rejoindre cette ville dont il redoutait l'insalubrité relevée au cours de son premier séjour. La lecture des courriers de cette époque révèle en ce domaine aussi l'importance des progrès réalisés dans l'éradication et le traitement des maladies coloniales, comme des épidémies récurrentes telles que choléra, dysenterie, paludisme, peste, rage ou tuberculose. Ils sont dus aussi bien à la multiplication et à la sophistication des personnels, des établissements et des traitements médicaux qu'à la sécurité qu'offrent aujourd'hui les évacuations sanitaires par avion, qui ont remplacé celles, plus longues et moins sécurisantes, qui s'effectuaient alors par bateau. L'influence permanente de ces différents éléments sur la vie personnelle de nos diplomates ne manque d'affecter également leur vie professionnelle. L'une de leurs conséquences, et non la moindre, se retrouve dans les conditions qui présidaient alors à la gestion du personnel diplomatique et consulaire, les délais nécessaires pour rejoindre leur poste, prendre leur congé après des séjours continus de 3 ans et plus qui ne manquaient d'altérer leur santé, la durée souvent plus qu'annuelle de ces congés et les multiples aléas imprévus compliquaient la tâche des DRH de l'époque, encore ignorants de ce sigle. À ces difficultés s'ajoutait une insuffisance chronique d'agents ayant l'âge et les qualifications nécessaires pour pourvoir des postes dépourvus de titulaires, ou qui en avaient un dans l'incapacité de les occuper pour diverses raisons, maladie, congés, autres affectations parallèles. Il était dans ces cas, fait appel pour des durées généralement indéterminées à des agents plus jeunes, ne disposant pas des qualifications requises. Raphaël eut la chance de bénéficier de ces dispositions, à Bangkok, dans des fonctions qui firent de lui un 3e consul officieux, puis à Hong Kong, où de simple interprète, il devint le gérant d'un important consulat. Mais de tels avantages avaient pour revers important une incertitude permanente sur la durée de ces intérims, qui empoisonnait, comme le révèlent les courriers, la vie quotidienne, en introduisant une épée de Damoclès pour ce qui touchait notamment aux dates de fin d'intérim, de départ en congé, si attendu des familles restées en France, et aussi parfois aux conditions de logement. Les correspondances de l'époque font en effet apparaître le rôle important que ce problème du logement pouvait jouer dans le comportement d'agents et de leurs proches appelés à cohabiter, des années durant, dans des espaces restreints au sein desquels ils étaient naturellement amenés à se juger mutuellement. Pour sévères qu'ils aient pu être dans des cas particuliers, ces jugements n'en méritent pas moins d'être rapportés, bien des années s'étant écoulées, et les intéressés n'étant plus de ce monde pour les informations complémentaires qu'ils apportent sur une époque désormais révolue. Ces logements variaient selon les postes, car si certains comme Pékin avec son quartier délégation ou le vice-consulat de Hoi Ao offraient des logements de fonction accolés au bureau, tel n'était pas le cas à Hong Kong où, faute de pouvoir signer un bail de location sur 3 ans, Raphaël eut pendant son séjour à changer 2 fois de bureau et 3 fois de logement, toujours choisi cependant sur les flancs du pic. Ce qui permit au peintre qu'il était à ces moments perdus, d'y faire d'inoubliables descriptions de la rade au coucher du soleil, d'où montaient du navire amiral les accents du God Save the King, ou à l'inverse, des éléments déchaînés qu'il dut à plusieurs reprises affronter sur le pic comme en mer, dans cette zone cyclonique aux violences climatiques aussi imprévisibles que redoutables. Car les conditions climatiques, particulièrement sévères dans ces régions, et qui n'ont guère beaucoup changé, étaient sans doute à l'époque plus difficiles à supporter du fait que les moyens de les combattre, et particulièrement de les prévoir, étaient alors bien moindres. GERANT du consulat de Hong Kong, janvier 1901 au octobre 1903. La nouvelle affectation est décidée, non sans quelques difficultés. 1900. 22 novembre, vous avez dû recevoir aujourd'hui mon télégramme vous annonçant que notre départ était remis par suite d'une recrudescence de la peste à Bombay. Les voyageurs à destination de l'Extrême-Orient ne sont plus autorisés à descendre à terre.
Je ne peux donc donner suite au projet qui motivait notre passage à Bombay en partant sur l'Indus. 8 jours plus tard, la ville de La Ciotat, ce sont 2 paquebots des messageries maritimes, que nous allons prendre à Marseille nous mènera à la même date, le 25 décembre à Saïgon, en nous épargnant 8 jours inutiles de mer et de quarantaine à Bombay. Il est fort regrettable que nous n'ayons pu éviter ce contretemps. Nous préférons rester 4 ou 5 jours de plus à Paris, et 4 autres jours à Marseille, Laure et moi. Nous voyons souvent les de France. Monsieur de France avait été à Bangkok le patron de Raphaël, dont il était le mentor en même temps qu'un ami. Lui fort gracieux pour Laure. 1900. 25 novembre. Nous partons demain matin pour Marseille par le rapide qui nous transportera en 12 heures. Nous aurons donc les journées de vendredi et samedi pour nous occuper de nos bagages et de nos derniers achats. Et dimanche nous secourons nos mouchoirs en signe d'adieu à la Côte de France. De quoi vous parlez ? De l'arrivée à Paris de Kruger, le président sud-africain, et des manifestations continuelles des Parisiens en son honneur. De nos visites aux de France, et des invitations qu'ils nous ont adressées à plusieurs reprises. Du temps pluvieux et froid. De nos bagages qui augmentent sans cesse. De notre santé qui est bonne, bien que nous nous soyons enrhumés. Nous déjeunons aujourd'hui chez les de France, qui sont de vrais amis pour nous deux. De Marseille, avant l'embarquement, je vous enverrai encore de nos nouvelles. Nous y serons à l'hôtel du Louvre et de la Paix. 1900. 2 décembre. Marseille. 4 heures. Tandis que vous me croyez sur le paquebot, je suis dans ma chambre d'hôtel, ficelant mes malles et m'apprêtant à retourner à Paris, Laure de son côté rejoignant ses parents à Cognac. Pourquoi ? Je ne le sais pas très bien, les télégrammes du ministère n'étant pas très détaillés. Mais je suis invitée à ne pas retourner au Siam, et à prendre des instructions. Il paraît qu'une lettre m'avait déjà été adressée à ce sujet. Elle ne m'est pas parvenue, et c'est en télégraphiant pour obtenir mes réquisitions de passage que j'ai reçu une réponse m'informant de nouvelles intentions du ministère. Très ennuyeux pour nous, pour Laure surtout. Le remboursement de tous les frais de voyage inutilement faits ne nous enlèvera pas nos fatigues. De Paris, je vous écrirai dès que je saurai ce que le ministère veut faire de moi. Je pars ce soir à 8h11 et Laure à 7h52. Elle sera à Cognac vers midi, et moi à Paris à 7h30. Ne soyez pas inquiets de tout cela. J'espère au contraire que ce sera profitable. 1900. 4 décembre. Paris. Tout commence à s'éclairer. Après la nomination de M. Deslongchamps comme consul à Bangkok, M. de Panafieux, avisé télégraphiquement, demanda puisque je faisais double emploi que je ne lui fusse pas renvoyé. Le ministère m'écrivit le 20 une lettre m'invitant à surseoir à mon départ. Cette lettre mal adressée ne me parvint pas. D'où télégramme avec Paris quand il me fallut mes réquisitions, me demandant de revenir à Paris prendre des instructions. La lettre du 20, égarée par la poste, est revenue au ministère. Monsieur Beau, un collègue et ami plus âgé qui se soucie également de la carrière de Raphaël, et qui après une affectation à Paris sera successivement ministre à Pékin de juin 1901 à juin 1902, puis gouverneur général de l'Indochine, toujours charmant pour moi, me cherche un autre poste qui soit une compensation très large de celui de Bangkok. Monsieur de France demande aussi de son côté que j'ai un bon poste. Je pense que d'ici peu de jours une décision sera prise, favorable pour moi. On me prie de rester à Paris, ce qui est une garantie de son imminence. Ma pauvre Laurette est à Cognac. Elle toussait le soir du départ. Je suis très inquiet, et j'attends une lettre d'elle me rassurant sur sa santé. Elle était mortifiée de retourner à Cognac, et je comprends ses sentiments, car on a du jaboteur pas mal à notre sujet. Nous repartirons immédiatement, dès ma nomination. Je crois qu'on m'enverra encore en Extrême-Orient, où notre salon laqué blanc et force bagages se balade devant nous. Je ne pense pas aller vous revoir, à moins qu'on ne prolonge trop longtemps mon congé. 1900. 7 décembre. Paris. Il est 5h30. Je sors à peine du ministère où la décision qui me concerne a été discutée cet après-midi. Je m'empresse, avant la levée de 6h, de vous annoncer que je vais être chargé de la chancellerie de Hong Kong, ce qui serait fort avantageux pour moi,
et ce serait sous certaines conditions sauvegardant mon retour au Siam plus tard, facilitant ainsi mon avancement. Et tout cela fut fait à la demande de Monsieur de France, dont l'amitié infatigable agit toujours. J'ai accepté Hong Kong avec ces conditions. Une lettre doit m'être écrite, les énumérant, afin que je puisse les faire valoir plus tard. Sans Monsieur de France, le résultat n'aurait pas été celui-là. Il est 6 heures. Je vous écrirai plus longuement quand ce sera chose conclue. Il faut que j'enlève cette affaire demain, pour pouvoir partir dimanche à Cognac, où m'attend ma pauvre Laurette. Nous partirons dans 8 jours, je suppose. 1900. 8 décembre. Paris. Eh bien. Je ne suis pas plus avancé qu'il y a 8 jours, en ce sens que je n'ai pas de poste. Cependant je ne me plains pas, si ce n'est d'être loin de cette pauvre Laure, car Monsieur Beau me cherche une compensation matérielle et morale qui soit réelle et non point apparente. C'est-à-dire un vice-consulat, dont je serai chef de poste. Vous pensez si je suis heureux de cette perspective. Mais il y a un cheveu. C'est qu'actuellement, d'après les bureaux, aucun vice-consulat n'est vacant donc disponible. Mais peut-être les bureaux du personnel ne me sont-ils pas favorables, la faveur dont je jouis actuellement pouvant porter ombrage à nombre d'attachés du personnel. Or c'est d'eux seuls que je tiens l'assurance qu'aucun vice-consulat n'est actuellement vacant. Il y a ce soir grande réception au ministère, où je serais allé si j'avais apporté mon habit, et Monsieur de France va y voir Monsieur Delcassé, le ministre des Affaires étrangères, et Monsieur Beau. En tout cas je pars lundi soir pour Cognac, car ici je traîne comme une âme en peine et m'ennuie fort d'être loin de l'or. 1900. 11 décembre. Cognac. Vous le voyez, j'ai quitté Paris pour retrouver ma femme. Le ministère m'avait demandé 3 jours, qui sont écoulés depuis hier. On m'a déjà offert 3 vice-consulats, Tampico au Brésil, Coni en Lombardie et Monastir en Macédoine. Monsieur de France m'a conseillé de les refuser tous, et d'attendre quelque chose de mieux. Je peux attendre sans inquiétude, ayant toujours Hong Kong comme pis-aller. Tampico avec ses 14 000 francs m'avait séduit, mais c'est un poste très malsain, il y a la fièvre jaune. Monastir dans la montagne est un affreux trou. Aden même m'a été offert. Je voudrais bien aller vous voir, mais je crains d'être rappelé à tout moment par un télégramme de Monsieur de France. 1900. 15 décembre. Cognac. Comme je n'ai toujours pas été nommé à un vice-consulat, j'écris aujourd'hui même à Monsieur de France pour lui dire que je ne peux attendre plus longtemps, et qu'à défaut de vice-consulat j'accepte la chancellerie de Hong Kong qui m'a été offerte et que j'ai refusée. Je lui demande si je dois retourner à Paris. J'ai reçu une lettre de mon ministre m'indiquant que je ne retournerai pas au Siam, et qui se termine ainsi. Vous ne verrez, j'en suis assuré dans la décision qui vous appelle à exercer temporairement des fonctions hors du Siam, aucune raison relative au mérite de vos services. Je me propose d'ailleurs de vous en fournir le témoignage en vous conférant le plus tôt possible un avancement au choix. Recevez, etc. Signé Delcassé. Cette lettre me donne toutes les satisfactions que je pouvais désirer. Monsieur de France me blâme cependant de n'avoir pas su attendre en congé, jusqu'à ce qu'on me trouvât un vice-consulat qui m'a été formellement promis. J'estime cependant que ma situation actuelle, avec la gérance de la chancellerie de Hong Kong à 10 000 francs plus 5% des opérations de chancellerie, en climat sain, en séjour dans une belle ville et une perspective d'avancement prochaine au choix, valent bien le vice-consulat inconnu qu'on m'aurait offert. Je quitte Paris demain rejoindre ma pauvre femme, et jeudi ou vendredi nous allons repartir par Bordeaux cette fois pour Marseille où nous nous embarquerons dimanche à 4 heures. Je suis tellement éreinté que je ne sais si je ferai le petit voyage de La Rochelle. Mais pourquoi ne viendriez-vous pas? Le ministère m'accordant une indemnité pour mes voyages et frais inutiles, tout est donc pour le mieux. 29 décembre. Marseille. Grand hôtel de Genève sur la Canebière, près la Bourse. Ce ne sera pas un brillant voyageur qui, demain, verra pour la 3e fois disparaître les côtes de France. Le docteur Thomas, que j'ai consulté au dernier moment, m'a permis de quitter Cognac et a diagnostiqué une laryngite. Je prends des fumigations d'eucalyptus, et en ressens le plus grand bien. La fièvre a cessé, et nul doute qu'en mer le tout s'atténue jusqu'à disparaître. Notre voyage de Bordeaux à Marseille a été bien fatigant pour nous deux,
bien que nous fussions en première. Eh bien le guignon, la malchance est bien vaincue je crois. Je vais partir, enchantée comme vous savez d'aller dans une ville comme Hong Kong en Chine, mes anciennes amours. Nous sommes allés, Laure et moi, voir l'Armand Beïk, un paquebot de la compagnie des chargeurs maritimes qu'il a déjà pris, qui nous emportera demain et qui déjà lançait 2 énormes panaches de fumée noire. Laure et moi, tous deux animés de sentiments différents. Elle inquiète et heureuse à la fois de tout cet inconnu qui va s'ouvrir devant elle. Moi, heureux à la pensée de retrouver les heures charmantes de la vie des tropiques. Allons, bonjour pour 2 ans mes chers parents. Soignez-vous bien tous deux, afin qu'à notre retour aucune raison de mauvaise santé n'altère la joie de se retrouver. Nous vous embrassons tous deux bien fort, et demain en agitant notre mouchoir selon les us marseillais, nous l'agiterons vers vous en pensant à vous. Puis le maître d'hôtel sonnera le dîner, et nous irons nous habiller. Une traversée en steamer, bien plus longue que prévu. 1901. 3 janvier. En mer. Nous allons arriver cette nuit à Port Saïd. L'Armand Beïk est un rude marcheur. Nous avons eu grosse mer dès le soir de notre départ, et ma pauvre Laurette a été bien malade dans la nuit. Puis elle a dormi. Le lendemain, calme plat au passage des Bouches de Bonifacio. Laure et moi déjeunons à une petite table, dans la salle à manger très gaie et pleine de monde. À 4 heures la grosse mer reprenait. Laure se recouchait. Le surlendemain, même cérémonie après le passage du détroit de Messine. Mais le beau est revenu, le soleil est chaud et nous oublions tous nos ennuis. Nous voici aux portes de l'Orient. La bonne chaleur va revenir. La mer Rouge et l'océan Indien ne peuvent être mauvais à la saison actuelle, et nous aurons donc mangé notre pain noir le premier. Il y a à bord 2 amiraux, un évêque, des tas d'officiers, des bonnes sœurs, des blanches et des noires, au moins 40. 1901. 14 janvier. À bord du paquebot Armand Beïk. Nous arrivons demain à Colombo après 10 jours de traversée sans arrêt depuis Suez. Nous devions à Colombo transborder sur le Sydney, autre navire de la même compagnie, mais nous avons trouvé ce paquebot bien malade à Suez, et nous avons pris tous ses passagers. C'est donc sur le Salazie, un des moins beaux et des moins confortables paquebots de la compagnie, que nous allons nous caser, afin de laisser l'Armand Beïk poursuivre sa course vers l'Australie et nous diriger vers la Chine. La traversée de la mer Rouge a été comme d'ordinaire très chaude et très calme, la mer comme un lac. Laure, qui avait été malade en Méditerranée, a pu se lever, reprendre des forces et s'amuser un peu. Hier nous avions la soirée traditionnelle. Programme très chargé avec chant, musique, monologue, prestidigitation. Laure a joué un joli morceau de mandoline, accompagnée par une dame de nos amies, Madame Douai. C'est dimanche aujourd'hui. On est en train de dire la messe. L'évêque officie sur le pont sur un autel entouré de drapeaux. Nombreuses assistances des plus recueillis. Moi j'ai fui, et j'entends du salon de lecture où je vous écris les chants doucereux des sœurs. Il y en a de 4 sortes, des blanches, des noires et blanches et des violettes. Un dernier mot sur ma santé pour vous dire qu'après 15 jours d'une terrible influenza, la fièvre a disparu, et je commence à manger un peu. Je suis à peu près guéri. 1901. 20 janvier. Colombo. Galfas Hotel. La série de nos mésaventures continue. Nous devions à Colombo transborder sur le Sydney, et laisser l'Armand Beïk poursuivre sa route sur l'Australie. Le Sydney a eu de grosses avaries de machines, et n'a pu rejoindre Colombo. Le Salazie, ce nom est celui d'une commune de l'île de la Réunion, qui devait le remplacer, a aussi des avaries à réparer à Saïgon. Nous avons donc une quinzaine à attendre ici. On nous a débarqués et logés, aux frais de la compagnie, dans le plus bel hôtel de Colombo, un hôtel d'un luxe que vous ne pouvez imaginer. Nous sommes 45 passagers de première. Dans un autre hôtel, il y a les passagers de seconde, et dans un autre encore ceux de troisième. Nous n'engendrons pas la mélancolie. Ce ne sont qu'excursions et parties de plaisir. Malgré tout, les journées sont bien longues. Il y a tous les jours de l'orage, et la chaleur est fatigante. Laure se porte bien. Nous sommes arrivés ici le 14, et n'en partirons pas avant le 30 ou le 1er février. Ce qui fait le 6 février à Singapour,
le 8 à Saïgon où nous nous arrêtons 36 heures, et nous n'arriverons pas à Hong Kong avant le 14 du mois prochain. Et d'ici là, avec notre DVN, il y a à prévoir quelques nouvelles avaries et de nouveaux retards. J'écris au consul de Hong Kong pour l'aviser de tout cela. Si j'avais su, je serais resté en France à attendre le vice-consulat promis. Hier soir, il y avait grande soirée dans l'hôtel. Nous avons dîné en musique, puis à 9 heures le bal a commencé et des Anglais enragés ont dansé jusqu'à 1 heure. Nous allons, Laure et moi, faire un petit voyage au pic d'Adam et à Kandy pendant 3 à 4 jours. Nous trouverons dans la montagne à 2000 mètres d'altitude de la fraîcheur et même du froid. On y fait du feu, paraît-il. C'est ce que beaucoup de passagers qui s'ennuient font ou ont déjà fait. Je suis tout à fait guéri de mon influenza. Mais comme j'ai été malade, j'en frémis rien que d'y penser, tellement j'étais faible et ne mangeais rien, avec une fièvre continuelle. Laure écrit de longues lettres chez elle, et j'envie ce beau zèle que je n'ai plus. 1901. 4 février. À bord du paquebot Le Tonquin. Notre séjour à Colombo a duré 18 jours, 18 longs jours vides. Laure et moi avons à tour de rôle été souffrants, si bien que j'ai dû renoncer au voyage dans Ceylan, aux excursions dans la montagne à 2000 mètres d'altitude. Nous nous trouvions dans le meilleur hôtel de Colombo, devant une jolie plage, avec la brise marine toute la journée, le luxe et le confort de cet hôtel dépassant tout ce que l'on voit en Europe. Le Sydney que nous devions prendre s'est laissé dépasser par le Tonquin, et c'est sur ce dernier paquebot que nous nous sommes embarqués le 31 janvier dernier. Par je ne sais quelle guigne nous n'étions pas portés sur la liste des passagers, bien que Marceline le fût, l'ancienne bonne des parents de Laure qui les accompagne pour la première fois et restera à leur service pendant des années pour s'occuper de leurs 2 petites filles. Le commissaire qui avait déjà toutes les peines du monde à caser les nouveaux arrivants, pris au dépourvu, nous assigna une étroite petite cabine près des machines, surchauffée, inhabitable. Je refusai de l'occuper, me plaignis au commandant, et le commissaire dut déloger des gens pour nous donner une cabine spacieuse et aérée. Laure, dans son état, elle attend leur premier enfant, ne saurait souffrir l'inconfort. Malheureusement, la mer a été mauvaise depuis notre départ de Colombo et notre entrée dans le détroit de Malacca. On nous a beaucoup parlé de Hong Kong à bord. On s'accorde à en louer le climat, la vie intéressante, mais on insiste aussi sur la cherté de la vie, entre autres choses, celle des loyers. Une petite maison est à plus de 2000 francs. À bord, où nous sommes 800, il y a Monsieur de Contoni, consul général qui se rend à Batavia avec sa femme et leurs 2 filles. Nous causons souvent tous deux, et pestons contre la mauvaise foi de notre ministère. Vous avez eu des froids considérables. BRR. Je suis bien heureux de les avoir évités. Nous arrivons demain à Singapour, le 7 à Saïgon et le 12 à Hong Kong. Quel interminable voyage! La première installation du jeune couple à Hong Kong. 1901. 13 février. Hong Kong Hotel. Nous voici arrivés. Mais nous ne sommes pas au bout de nos ennuis. On ne trouve pas de logement à Hong Kong. Nous sommes à l'hôtel où, pour vous donner une idée des prix, nous payons 6 $ chacun, Laure et moi, et 3 $ pour Marceline, avec $1 valant 2,50 francs. Monsieur Leroux, le consul, un vieillard de 63 ans, fort ingambe encore et très très aimable, s'est mis en 4 pour nous trouver une maison. Je crois que nous en aurons une le mois prochain, pour 6 mois seulement, pendant l'absence du propriétaire qui est retourné en Angleterre. La maison est à mi-côte de la montagne. C'est une villa ravissante, toute meublée, d'un coût de 150 $ par mois, soit 375 francs. Hong Kong est la plus admirable chose que l'on puisse imaginer. Le port formé par l'île de Hong Kong et la côte chinoise en face peut contenir des flottes entières. Il y a actuellement une vingtaine de cuirassés et de croiseurs de différentes nationalités. 1901. 6 mars. J'ai encore manqué le courrier. Il est 9h30 et j'ai jusqu'à 10h, le temps de gagner une autre victoire sur ma négligence avant le départ de la malle allemande. Nous sommes toujours dans une pension de famille, Mrs. Mattens, où nous occupons 2 chambres, une grande pour Laure et moi et une petite pour Marceline. La nourriture est exécrable. Heureusement que de temps à autre, nous dînons en ville, à bord de navires de guerre français,
ou chez Madame de Champmorin, la femme du sous-agent des messageries maritimes, la grande compagnie française de navigation. Dans 16 jours, nous nous installons dans notre jolie maison. Le docteur Lamort qui a examiné l'or, prévoit l'événement pour les premiers jours de juin. Nous devons déjà retenir une garde-malade chinoise, brevetée sage-femme à Londres, pour 150 francs par mois contre près de 400 francs pour une nurse européenne. Vous me demandez des descriptions de Hong Kong. Ma foi, je n'ai plus ma verve descriptive, et de peintre qu'il est à ces moments perdus des anciens jours. J'admire cependant avec le même enthousiasme toutes les beautés de cette île merveilleuse, ses routes le long de la montagne, les travaux gigantesques entrepris par les Anglais pour vaincre les difficultés résultant de la configuration de l'île. Il y a un funiculaire qui monte à 600 mètres et qui fait du sommet de la montagne une zone habitable, où même l'été règne une fraîcheur délicieuse. Là sont les riches qui peuvent avoir un nombreux personnel de domestiques pour les approvisionner. Le consul de Russie comme celui de Hollande y habite. Monsieur Leroux et sa famille vont aller s'y installer dans un mois. De là-haut, la mer parsemée d'îles et d'îlots, la côte chinoise avec ses crêtes de montagne, les navires par centaines dans la rade forment un admirable panorama. 1901. 11 mars Hong Kong. Le Tonkin qui nous a amenés est sur rade, sa proue tournée vers l'Europe où il va rentrer en emportant cette lettre. En revenant de la messe à la cathédrale ce matin, nous avons rencontré le commandant et le commissaire de ce paquebot qui nous ont félicités sur notre bonne mine. Cela m'a fait remarquer que Hong Kong est vraiment très très sain, et que nous nous y portons à merveille. Ce qui était loin d'être le cas dans son poste précédent, le Siam. De ce côté donc le sort nous sourit, qui nous a fait venir dans un pays où les vilaines maladies du Siam sont peu à craindre. Mais je vous ai déjà dit la cherté de la vie, qui ne conduit pas à penser faire des économies. Aujourd'hui dimanche, nous sommes allés déjeuner avec Monsieur Leroux et le docteur Lamort chez Monsieur Droez, le consul général des Pays-Bas, tout en haut de la montagne, avec la vue sur toute la rade et la brise fraîche qui souffle là-haut. Madame Droez est fort aimable pour l'or. Déjeuner impeccable de Hollandais qui savent bien manger et bien vivre. L'après-midi, par les crêtes de la montagne, sur les routes bitumées, entre les villas luxueuses accrochées un peu partout, nous sommes allés avec nos chers hôtes, en chaise à porteur, visiter M. Oustinov, le consul de Russie et son épouse qui habitent tout près du sémaphore, dans les nuages la plupart du temps. C'est leur maison que va prendre M. Leroux au départ de Mme Oustinov pour l'Europe. Il y a un tennis, entouré de hauts filets, qui est suspendu sur l'abîme. En regardant en bas, on voit Victoria avec ses maisons grosses comme le doigt et les navires comme des petits bâtons. Nous rentrons ensuite chez nous. Il commence à faire chaud en ville. L'hiver est fini, et la saison brûlante va commencer. Mais nous serons installés dans 11 jours, avant les grosses chaleurs. Quelle délicieuse maison nous aurons. Il va falloir refaire nos malles pour la énième fois. Marceline commence à savoir les faire et devient précieuse à cet égard. Une première maison fort plaisante à mi-côte-du-Pic. 1901. 25 mars. Nous sommes installés depuis jeudi 21 dans notre maison. Vous pensez avec quel plaisir d'être enfin chez nous. D'abord c'est une délicieuse maison, toute meublée avec un goût exquis, éclairée à l'électricité, eau partout, cabinet et salle de bain dernier style au premier étage. Le salon, avec ses grandes portes vitrées sur la véranda et 2 larges fenêtres, sa double porte ouvrant sur la salle à manger, sa haute cheminée gothique et les tableaux très artistiques, et les meubles de style et son piano est un salon qui plairait fort, même à une Parisienne très raffinée. La salle à manger, tout est parfait. Surtout en haut, communiquant avec notre chambre à coucher, un drawing room, c'est-à-dire un salon pour lire et travailler, ouvrant sur une véranda à balcon de pierre avec toute la rade devant. J'y ai installé mon bureau et j'y suis si bien. La vue est si belle que je n'ai plus envie de m'en aller de là. C'est aussi la pièce préférée de Laure, pièce toute égayée de vases, de porcelaine bleue sur les meubles, et d'assiettes bleues au mur avec des tentures et des tapis bleus. Les propriétaires partent pour 6 à 7 mois en congé. Ils sont heureux de trouver un ménage qui veut bien entretenir leurs affaires. Ils ne nous font payer que leur propre loyer qui est très cher, car la maison est ravissante et jouit d'une très jolie situation. Nous aurions pu attendre plus longtemps à l'hôtel, mais peut-être n'aurions-nous rien trouvé avant longtemps. Je tiens à ce que Laure, pour ses couches, soit bien installée.
Et j'ai suivi le conseil de Monsieur Leroux qui m'a engagé à saisir sans hésiter l'occasion qui se présentait. La vie est chère, car c'est une vie toute artificielle que celle de Hong Kong, ville de gros industriels ou commerçants, et d'officiers agro-traitement, ville qui reçoit tout d'ailleurs, de Chine ou d'Europe, ville d'entrepôt. C'est dans 2 mois que Laure se décidera à déposer son bilan. Elle n'est pas du tout grosse, et personne ne veut croire qu'elle est enceinte. Le docteur, cependant, qui l'a examinée, ne trouve rien d'anormal et prévoit une bonne suite d'événements. Nous habitons à mi-côte de la montagne. Le soir, quand je suis revenu de mon bureau, je vais avec Laure avant le dîner faire de grandes promenades dans les sapins, à une hauteur vertigineuse. Toute la ville de Victoria s'étend au-dessous de nous, la rade avec ses navires par centaines et en face Kowloon sur le continent chinois. Puis la nuit tombe, et l'obscurité se pointe de millions de lumières qui révèlent la vie active se poursuivant dans la nuit. Des clairons sonnent à bord des cuirassés, la musique joue le God Save the King à bord du vaisseau amiral, et nous rentrons pour trouver le délicieux intérieur que le sort nous a réservé. Le dîner prêt, le boy attentif à nos moindres désirs, puis les longues lectures avant de replonger dans le bain du sommeil. 2 courriers français sur rade. J'ai du travail en masse. J'expédie à Paris une succession que je viens de terminer, et qui m'a donné beaucoup de travail. 1901. 7 avril. C'est aujourd'hui Pâques, et cela va désoler maman, mais il ne m'est pas possible d'aller à la messe. Hier au soir, Monsieur Liébert, consul à Pacoy, aujourd'hui Beyaï, nous avait invités à dîner à l'hôtel, nous sommes rentrés tard. Nous étions fatigués, avons dormi tard, et ce matin nous nous sommes réveillés à 8 heures. Des fenêtres de la véranda j'ai vu le courrier de France en rade. Cela voulait dire que je ne pouvais chômer. Le courrier partira demain. J'ai à signer de nombreuses pièces, à écrire de nombreuses lettres pour le ministère, et à faire la valise qui emportera le tout. Il s'agit de la valise diplomatique qui, en prenant le temps nécessaire, fonctionnait de Paris même avec les postes les plus reculés. Ce soir Monsieur Leroux donne un dîner de 18 couverts avec le comte de Bizor, consul général à Shanghai et sa femme, Monsieur Armand, ministre au Japon, sa femme et sa fille, Monsieur Duchellard, consul général à Tientsin, Monsieur Liébert, consul à Pacoy, Berthaud, interprète à Pékin, tout passager de l'Ernest Simon, un autre navire des messageries maritimes sur lequel Raphaël avait déjà navigué, arrivé ce matin et partant demain pour la France, nous 2, et quelques personnes de Hong Kong. Laure est toujours alerte et vaillante malgré sa grossesse de 5 mois passés. Elle était si mince autrefois qu'elle paraît encore svelte. Mais je vais lui interdire de dîner en ville, c'est trop fatigant pour elle. Nous avons déjà rendu des déjeuners à des amis. Tout le monde admire notre installation et envie notre maison. À vrai dire, nous sommes parfaitement heureux, et la pensée d'un retour au Siam me fait horreur. La naissance prématurée de leur première fille. 1901. 13 avril. Laure a été prise subitement de douleur le 11 au soir, et à 4 heures du matin nous est née une petite fille de 7 mois très robuste. Elle se prénomme Jeanne-Madeleine, et a été ondoyée hier. Elle sera ma future mère. Laure va très bien, et nous sommes très heureux. 1901. 16 avril. Voici 4 jours à l'actif de Mademoiselle Jeanne, notre héritière, et je vois déjà combien tyrannique et importante veut être cette nouvelle vie. Que de soins, d'inquiétudes continuelles elle engendre. Non pas que sa santé nous inquiète, elle se porte à merveille, tête comme père et mère et dort tout le temps. Elle est réellement jolie, le fait est ratifié par tous ceux qui la voient. Elle a vécu 2 jours selon la règle, d'eau sucrée puis de lait. Mais notre nurse a déclaré ce qui l'a très affectée, que Laure, comme il arrive pour toutes les Européennes déplantées d'Europe et vivant en Extrême-Orient, n'aurait pas assez de lait pour nourrir sa fille. Il faudra y suppléer en l'alimentant 2 fois sur 3 par du lait de vache, très soigné, en bouteille cachetée. Le docteur est émerveillé de la santé de Laure qui n'a aucune souffrance, aucune fièvre, reste robuste et calme, comme de celle de notre petite fille de 7 mois. Le climat, très doux maintenant, nous est précieux pour cette dernière. En France, du fait qu'elle est prématurée, il eût fallu la mettre dans du coton et trembler au moindre changement de température. Notre nurse est admirable, silencieuse, proprette, douce et amusante. C'est une Chinoise instruite qui a étudié, est diplômée, et a soigné par vingtaines des petits Anglais de Hong Kong.
J'ai, comme le docteur, une confiance absolue en elle. Laure, qui s'ennuie à rester de longues journées sur le dos, sans recevoir de lettres de vous, a, il est vrai, des visites de dames. Madame de Champmorin, qui a été admirable lors de la grande nuit. Madame Drouès, qui ne sait qu'inventer pour lui faire plaisir. La nurse, toujours auprès d'elle. Marceline, qui vient lui rendre compte du fonctionnement de la maison. Et moi qui lui tiens compagnie, le matin à 1h et le soir après 5h30. Mes douleurs aux genoux, causées par l'humidité d'Hong Kong et les fatigues des montées, sont presque passées. Nous habitons assez haut, à 90 mètres au-dessus de la ville, et à pied il est très fatigant de grimper. Je suis obligé pour quelque temps de me servir de la chaise à porteur, ce qui est heureusement assez bon marché. À la descente, cela va tout seul à pied. J'arrive en 10 minutes à mon bureau, alors qu'il m'en faut 25 pour remonter chez moi. J'ai rédigé hier l'acte de naissance de ma fille. Je vais en envoyer une copie authentique à Paris, qui la transmettra à la mairie de mon domicile. 1901. 19 avril. Voici 8 jours déjà que Jeanne est née, et déjà je m'aperçois des ennuis, des craintes, des responsabilités comme aussi des joies douces que donne la paternité. Ah! Quel petit tyran qu'une enfant de 4 livres! Comme on tremble à chaque moment de voir cette petite lumière de vie s'éteindre sous le souffle subit de quelque malheur. Elle pèse exactement 4 livres anglaises, soit 1794 grammes. C'est bien peu mais elle n'a que 7 jours. Elle est très grande, et il lui reste à engraisser. Les chaleurs ont commencé tout d'un coup. Il fait aussi chaud qu'à Bangkok, ce qui est bien gênant pour moi quand à 1h je vais déjeuner. Je suis obligé de prendre une chaise à porteur pour gravir les pentes sous le soleil. Laure ne souffre pas de cette chaleur car chez nous il fait très frais, la brise y souffle toujours. J'ai acheté pour 2200 francs d'actions de la compagnie Hong Kong Macao Steamboat. Cela rapporte 9% par an, et c'est sûr. C'est le directeur de la Banque de l'Indochine qui m'a signalé l'occasion. C'est une chose bien intéressante que le marché financier de Hong Kong. Il y a des valeurs qui rapportent jusqu'à 20%, mais elles sont soumises à des fluctuations. Monsieur Beau, alors ministre de France en charge de l'Asie au Quai d'Orsay, va passer prochainement. Je ne sais si je vais attendre encore longtemps le vice-consulat promis. Volontiers jusqu'au 1er septembre, date de la fin de mon bail. Après, il faudra me démener. 1901. 30 avril. Votre petite fille pèse maintenant 4 livres et demi. Elle ouvre de grands yeux, crie plus fort que c'est ennuyeux la nuit, et tête comme une grande personne. Laure est tout à fait bien, reçoit de nombreuses visites de dames et se lèvera dimanche prochain. Les chaleurs sont venues. L'été est ici plus chaud et plus étouffant qu'à Bangkok. Nous avons mangé notre pain blanc, avec le temps exquis que nous avons eu depuis notre arrivée, la température de juin en France. J'espère que vous en avez fini avec l'hiver et ses rigueurs. Monsieur Flayel, qui va à Pacoy, est ici avec sa femme qui est sur le point d'accoucher. Il m'a dit qu'il n'avait pas l'intention d'y rester longtemps, et qu'il m'engageait à me porter candidat lorsqu'il partira, mais je désirais que mon attente ne dépassât pas 5 mois, le temps qu'il nous reste de notre bail. Monsieur Leroux restera ici plus d'1 an encore, et je ne peux songer dans ces conditions à attendre la gérance. Mes actions achetées $33 sont montées à 35,5. Elles devraient atteindre $38 en septembre. Dommage que je n'ai pu en acheter plus. Nombreuses incertitudes sur la nouvelle affectation attendue. 1901. 5 mai. Laure se lève depuis quelques jours et fait même quelques pas. Jeanneton grossit à vue d'œil et pèse 5 livres. Aujourd'hui dimanche nous avons eu Monsieur Hardouin, un ancien collègue de Bangkok avec lequel il s'est lié d'amitié. Il est venu de Canton pour rencontrer Monsieur Beau, qui doit arriver ce soir ou demain matin. Il m'engage vivement à demander la gérance du consulat de Long Cheu, dans le Guangxi. J'ai écrit une demande à cet effet, que je remettrai à Monsieur Beau quand je vais le voir. Long Cheu est à 60 km de la frontière sino-tonkinoise. De Hanoï, on prend le chemin de fer pour Lang Son, et à la frontière on prend des chaises à porteurs ou des chevaux avec lesquels on fait le reste de la route. Le poste est intéressant, et a un très gros traitement de plus de 16 000 francs. Laure accepte avec plaisir l'éventualité d'un nouveau voyage et d'une nouvelle installation. Ce ne serait cependant pas très folichon là-bas,
mais 2 ans sont vite passés. Le Laos, un autre des paquebots de la compagnie des messageries maritimes, est arrivé ce matin. Après avoir dîné chez lui, en haut du pic, je suis allé avec Monsieur Leroux et Monsieur Ardouin en chaloupe à vapeur faire une courte visite à Monsieur Beau, que malheureusement, nous n'avons pas trouvé car il était déjà descendu à terre. Il va venir dans quelques minutes au consulat. L'agent des postes arrive, je clos les sacs de lettres. 1901. 11 mai. Jeanneton a 4 semaines depuis 1 mois. Nous avons avec beaucoup de regrets car elle était bien précieuse, remplacé la nurse par une ama, nourrice sèche. Jeanne, qui boit du lait concentré délayé dans de l'eau tiède avec un peu d'eau d'orge, pèse maintenant 5 livres et demi. Dans quelques jours Laure pourra sortir et nous irons faire photographier ce joli bébé. Laure prend de très grandes précautions et n'ose encore descendre les escaliers. Lorsque Monsieur Ardouin est venu déjeuner, j'ai fait descendre Laure dans un fauteuil par le boy et un coulis. Toutes les dames qui viennent la voir insistent sur l'importance des précautions à prendre. Les chaleurs très très fortes sont arrivées. Le pic est chargé de nuages. Il y a continuellement de l'orage et l'on souffre de faire le moindre mouvement. Cela vaut Bangkok. Monsieur Beau nous a appris que Monsieur de France était mis en disponibilité avec traitement et remplacé comme ministre au Siam par Monsieur Kloboukowski. C'est un homme de 45 ans, très allant, c'est-à-dire très disposé à aller de l'avant. Ce choix coïnciderait avec un changement de politique de la part de Paris. Monsieur de Panafieux, qui fut peu de temps son dernier patron à Bangkok, est parti en congé. J'ai bien peur, maintenant que j'ai jeté mon dévolu sur un consulat de Chine, qu'on me rappelle au Siam où je serai longtemps en sous-ordre. J'espère être à mon tour chef de poste et avoir des responsabilités. Je me suis sérieusement remis aux Chinois, et dès que j'ai un moment de libre, je pioche. Nous nous trouvons bien heureux dans notre jolie maison auprès du bébé qui centralise toutes nos affections. Laure reçoit tous les jours des visites de dames, des sœurs de la Sainte Enfance. Elle travaille un peu, s'occupe de diriger le ménage. Il y a beaucoup à faire. Lutter contre cette maudite humidité qui du jour au lendemain recouvre tout de moisissures. On m'apporte à l'instant 3 colis postaux venant du bon marché, qui contiennent toutes sortes de choses commandées pour l'accouchement et le bébé. Nous les avons achetées ici, ces choses, et ce que je reçois est en trop. C'est mademoiselle Jeanne, trop pressée, qui n'a pas voulu attendre le mois de juin. 1901. 19 mai. La malle française part demain pour Marseille. La malle venant de France arrivera demain, peut-être après ce départ. Nous attendons avec impatience de vos nouvelles. Jeanne pèse 6 livres et demi, devient très gentille mais je lui reprocherai d'avoir trop souvent faim et de le manifester de façon trop bruyante. Je vais cette semaine, en compagnie de Laure, qui sort tous les jours avec moi, rendre des visites de remerciement aux dames qui ont été si aimables avec elle. Elle a beaucoup maigri, et plus mince qu'avant, a une taille encore plus souple et plus cambrée, ce dont nous sommes tous deux très fiers. Tout le monde ici nous prédit un second bébé, pour nous faire enrager. La température s'est radoucie. Nous avons eu la queue d'un typhon, avec grosse pluie torrentielle, et maintenant, bien que le soleil soit fort, il fait un temps très supportable. J'ai demandé la gérance du consulat de Longcheou en Chine, et j'attends la réponse de Paris. J'attendrai volontiers 2 ou 3 mois ici, mais notre bail finissant le 1er octobre, je ne voudrais pas avoir le souci d'une autre installation ici. Nous avons eu une chance extrême d'avoir cette ravissante maison, mais après cette date ce serait beaucoup plus difficile, car les Anglais rentrent. Je travaille beaucoup chez moi, me suis remis aux Chinois. Au consulat ce sont toujours les mêmes actes administratifs et notariés, des comptes à tenir, ce qui n'est pas mon fort, des registres de toutes sortes à tenir, la vraie besogne de rond de cuir. Ce ne sont plus les 20 attributions d'un consul à Bangkok, mais j'apprends beaucoup de choses que j'ignorais, et ce stage ici m'aura été précieux. La malle n'arrive pas. Elle a dû être retardée par le typhon. Je clos donc cette lettre. 1901. 3 juin. Bébé pèse 7 livres. Il a donc doublé son poids primitif, ce qui prouve que tout va bien. Lama, la chinoise qui soigne bébé, est très attentive et pleine de soins. Laure et moi ne pouvons nous empêcher de l'admirer et de la trouver infiniment supérieure aux femmes de ce genre en France. Hier dimanche, nous sommes allés passer l'après-midi chez Monsieur Leroux, au pic tout en haut.
Nous avons pris le funiculaire qui monte tout droit la pente raide. À l'arrivée en haut, on est tout surpris de la fraîcheur de l'air. Il faisait 32 degrés en bas et 25 degrés en haut. Nous avons Madame Leroux, le consul de Russie, le consul de Belgique et moi, joué au tennis qui est tout entouré de filets car il donne à pic sur la pente abrupte de la montagne. Au-dessous, à 800 mètres, on découvre la ville, la rade, la Chine en face et des îles tout autour de Hong Kong. Une balle de tennis lancée par-dessus le filet peut dégringoler jusqu'à Victoria. J'ai reçu une lettre de Monsieur de France m'annonçant des nouvelles intéressantes à propos de la nomination de Monsieur Kloboukowski comme ministre et gérant de la légation de Bangkok. Il n'a pu me faire avoir Pacoy et me prévient que je peux être rappelé par télégramme au Siam, où je suis encore titulaire d'un poste. Si cela m'arrivait, je refuserais d'aller à Bangkok, à moins d'y être le second du ministre et d'avoir les avantages de grade exposés au ministère. Je l'explique à Monsieur de France et vais l'écrire à Monsieur Kloboukowski. Il y a ici des pêches délicieuses venant du nord de la Chine. Avoir un bébé prématuré à Hong Kong n'est pas si simple. 1901. 16 juin. La semaine passée a été pleine d'émotions. Nous avons cru perdre bébé, dont le dérangement d'estomac continuait. Nous avons eu 4 nourrices en 8 jours. Et quelles nourrices! Des Chinoises du peuple, sales, désagréables. Avant de mettre hier la main sur une qui est bien, sait soigner les bébés et parle un peu anglais. Bébé s'est remise complètement depuis qu'elle a repris le sein. Elle est bien jolie quoique toute petite. Je viens enfin de recevoir la nomination officielle que j'attendais depuis 1 an à l'ordre du Dragon de l'Annam, ce qui est la 3e après celle du Cambodge et de l'Orange et Nassau. Monsieur Rivière Junior m'annonce l'envoi de 25 exemplaires de mon travail sur les lois pénales et pénitentiaires au Siam. 1901. 22 juin. Bébé en est à sa 5e nourrice. Elle pèse 7 livres, soit 3,175 kg, ce qui est encore bien peu. Sa récente maladie a arrêté la croissance jusqu'alors constante de son poids. Mais elle va bien, a de petits bourrelets de chair aux poignets, une petite bouche, des yeux qui sont plutôt bleus et sera brune, les cheveux qu'elle avait tombant et étant remplacés par d'autres très foncés. Nous allons procéder dans quelques jours à son baptême. J'attends Ardouin, le parrain, et la marraine, Madame Prunier, qui est à Cognac. Son mari dirige une maison de Cognac qui portait son nom. Envoie une magnifique robe et un Moïse qui sera bien utile pour nos éventuels déplacements. 1901. 1er juillet. Bébé grandit et grossit. Elle en est à sa 6e nourrice, ou plutôt l'attend depuis 2 jours. Que d'ennui, cette alimentation. On la trouve très jolie, et nous sommes de l'avis d'Aison. Je suis toujours dans l'attente d'une décision ministérielle me fixant sur mon emploi définitif. Je sais que c'est par économie qu'on ne se hâte pas de pourvoir au poste de Longchéou, que j'ai demandé. Il me faut à tout prix une destination avant le 1er octobre, date d'expiration de notre bail. Car ici nous dépensons pour l'instant plus que mon traitement, malgré la stricte économie que l'or sait apporter aux dépenses du ménage. Ici, toujours 29 et 30 degrés, et de l'humidité dans l'air qui rend la chaleur étouffante. 1901. 5 juillet. Je viens d'avoir 2 gros clous, des furoncles, qui ont entraîné un gonflement des glandes de laine et j'ai dû garder la chambre hier samedi et aujourd'hui, bien que les clous paraissent guéris. Ce soir, dîner chez le consul d'Autriche avec le consul général des Pays-Bas et sa femme, le consul des États-Unis et sa femme, et les Leroux. Laure serait bien ennuyée si je lui refusais cette occasion de se distraire et de montrer ses jolies robes. Du reste, je n'aurais pas à marcher du tout, le trajet se faisant par le funiculaire qui monte de la ville au pic et une chaise à porteur. Laure est très aimée de toutes ces dames, et surtout des Drouaises qui viennent presque tous les jours la voir, et qui nous ont été si utiles au moment ennuyeux des couches avec Madame de Champmorin. Jeannette a de gros boutons qui la font souffrir. La retraite du consul Leroux sera-t-elle de nature à clarifier la situation? 1901. 15 juillet. Hier 14, M. Leroux a reçu les Français dans son salon du consulat et l'on a bu du champagne en portant les santés d'usage. La Vipère sur rade, une canonnière de la Royale que Raphaël connaît bien pour l'avoir vue assurer la sécurité devant la légation de Bangkok pendant plusieurs années,
et avoir logé au consulat certains de ses officiers, dont le médecin, a tiré des salves, et tous les bateaux de guerre ont répondu. Dans la soirée, j'ai joué au tennis chez les Leroux. Jeanne est de plus en plus gentille, elle voit très bien et nous reconnaît. Dans 1 mois, nous espérons pouvoir nous débarrasser tout à fait des nourrices, et la nourrir de lait concentré et de bouillie. C'est Laure dont la santé m'inquiéterait davantage. Elle maigrit de plus en plus et se plaint d'être très faible. Je lui fais prendre du fer, et espère que son anémie cessera avec le traitement. La petite fille de Madame de Champmorin a été très malade d'un coup de soleil. Nous attendons aujourd'hui la malle française par le bateau japonais. Ce pauvre Ernest Simon a eu de grosses avaries et n'a pas pu dépasser Bombay, où il est en réparation. Je ne reçois pas vite le changement que j'ai demandé au ministère, mais j'espère être fixé avant 2 mois. Après avoir fait une chute au tennis, le docteur vient de me prescrire le repos pour ma côte froissée mais non cassée. Aussitôt le paquebot parti, je rentrerai chez moi. 1901. 19 juillet. Ne mettez pas de timbre de 0,15 sur vos lettres. Si j'en mets parfois, c'est que à bord du courrier français au moment du départ et là, en terre française, j'affranchis mes lettres comme je le ferais à Marseille pour La Rochelle, par suite de la fiction d'exterritorialité des bateaux-postes. Voilà l'affaire. C'est toujours le jour du départ du courrier que Laure et moi pensons à écrire, et à tous les deux le temps manque pour parfaire les lettres projetées. Bébé est toujours florissante, c'est une ravissante enfant que votre petite fille. Baptême, vaccination et photographie sont en préparation. Nous attendons dans la journée l'amiral Bell sur le Charme qui vient faire l'inspection à l'escadrille de Canton. Je vais revoir des officiers qui ont fait le voyage avec nous en venant, avec lesquels je me suis lié. Je suis de plus en plus préoccupé par un changement de poste. Voici près de 6 mois que je suis ici, et je pourrais bien m'en aller. Malgré tous les agréments de la vie de Hong Kong, je m'y ennuie car mes travaux de chancellerie ne m'intéressent nullement. J'attends chaque jour des réponses aux lettres que j'ai écrites à Paris. Pour Laure et le bébé, il est bien heureux que nous soyons venus ici d'abord. Maintenant que l'une et l'autre vont bien, je ne désire qu'à partir. Monsieur Leroux, malgré ses 64 ans, ne veut pas s'en aller, et la gérance qu'on m'avait laissé entrevoir ici ne se présentera que dans 1 an, à l'expiration de ses 65 ans d'âge et de ses 25 ans de service qui le feront mettre à la retraite d'office. Entré très tard dans la carrière, il n'a pas encore droit à cette retraite, ce qui explique son attente en Extrême-Orient où l'on jouit d'une majoration des années de service. C'est un bien brave homme, fort bon pour nous, et que j'aime beaucoup. Il est parfois bien amusant, avec ses colères subites qui semblent devoir lui causer des attaques d'apoplexie. Malgré son âge, il descend tous les jours à 5 heures du haut du pic à 600 mètres où il habite, pour faire 2 heures de cheval afin de combattre l'obésité. C'est la malle anglaise qui va emporter cette lettre. Aussi y voyez-vous le timbre de 10 cents, soit un peu plus de 0,25 francs. 1901. 28 juillet. Tout va bien dans la petite famille. Demain nous vaccinons Jeanne, et puis le baptême pour lequel nous attendons Ardouin, toujours très occupé à Canton, et puis la séance chez le photographe. L'amiral Bell arrive ce soir, et je vais mettre mon uniforme pour aller lui faire visite à bord du Charme. C'est une véritable corvée avec la chaleur qu'il fait. Lundi matin. C'est pour ce matin, la visite de l'amiral qui est arrivée trop tard hier soir. Vous avez eu bien chaud, d'après les journaux. Notre chaleur n'atteint pas les 35 degrés, mais elle dure depuis avril et ne cessera qu'en novembre. Cela est mieux qu'au Siam, où l'on n'avait que quelques jours de fraîcheur relative. Je tremble toujours à la pensée d'y être rappelé, car le souvenir que j'en ai me plaît de moins en moins. J'espère que le ministère se décidera à me donner un poste bien à moi, où je puisse rester pendant 2 ans encore. On va sans doute créer d'autres postes consulaires en Chine, et je pense bien en décrocher un puisque je suis sur les lieux. Que de temps dans ma vie passé à espérer. À attendre. 1901. 11 août. J'ai quelque chose de neuf à vous annoncer, le prochain départ de Monsieur Leroux. Hier, à 8h30 du matin en arrivant au bureau, j'ai trouvé à déchiffrer un télégramme, ainsi conçu. En raison des règlements, je regrette de ne pouvoir vous maintenir en activité au-delà de la limite d'âge et vous admets en disponibilité à la date du 1er septembre.
J'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes fait chevalier de la Légion d'honneur et consul général. Je suis allé féliciter Monsieur Leroux, qui a montré un vif mécontentement de la mesure prise à son égard, et a attaché peu d'importance aux fleurs dont elle est entourée. Il comptait rester encore 2 ans ici, et cela dérange tous ses projets, mais j'estime qu'il eût dû s'y attendre puisqu'il a 64 ans et que la limite d'âge est 60. Il va partir le 9 septembre, et comme le département n'annonce la venue d'aucun consul, peut-être puis-je espérer la gérance pendant quelque temps ? Mais je n'ose trop y compter, étant depuis quelque temps habitué à voir le ministère me refuser comme à plaisir ce que je demande ou souhaite. Bébé a été vacciné, mais cela n'a pas pris, et c'est à refaire. Ardouin doit venir à Hong Kong cette semaine, et nous en profiterons pour baptiser Jeannette. Elle devient très amusante, joue et rit continuellement. Sa nourrice nous a quittés, elle n'avait plus de lait, mais nous pensons qu'à 4 mois elle peut supporter lait concentré et farine lactée. J'ai eu beaucoup de travail cette semaine, entre autres une enquête à bord d'un 3-mâts français dont une partie de l'équipage s'était mise en état de rébellion. Cela m'a rappelé mes beaux temps de juge à Bangkok. Participer à de très nombreuses instances judiciaires, au pénal comme au criminel, y avait effectivement été l'une de ces tâches importantes. L'été est bientôt fini chez vous. Nous en avons ici pour 3 mois de forte chaleur. Un typhon est passé sur Hong Kong lundi dernier. C'était effrayant. 1901. 17 août. Demain dimanche aura lieu le baptême de bébé. Ardouin doit arriver aujourd'hui. La cérémonie aura lieu à 10h30, à la cathédrale, après la grand-messe. À 12h30 nous aurons Ardouin, le couple Champmorin, représentant la marraine Madame Prunier qui est à Cognac, et le père Martinet à déjeuner. Il est le procureur général des missions étrangères qui doit baptiser bébé. Je n'ai toujours aucune nouvelle de Paris, quant à la destination qui m'est réservée. Je sais cependant que je vais quitter Hong Kong prochainement, ce dont je serai très heureux. Mon travail n'y est pas intéressant, et je ne peux y faire aucune économie. Monsieur Leroux se prépare à partir sans savoir qui lui succédera, ni si je prends la gérance. Le pauvre homme a 64 ans, et comptait bien rester ici encore 1 an et demi. Il espère d'ailleurs revenir en Extrême-Orient dans quelques mois, dans des affaires industrielles. Depuis 6 jours nous avons ici des pluies torrentielles, reste d'un typhon. À quelques pas de chez nous, un torrent tombe de la montagne avec un bruit sourd et continuel. Nous sommes bien installés ici. Quelle charmante maison. Et il va falloir quitter cela pour refaire ailleurs une installation. Où va-t-on m'envoyer, à Longcheou, Oyao, dans l'île de Hainan, ou Bangkok ? Monsieur Kloboukowski, qui succède à Monsieur de France, a paraît-il l'intention de faire de grandes choses dès son arrivée. Mais je connais les Siamois, ils l'useront comme ils en ont tant usé. 1901. 25 août. Le baptême a eu lieu il y a hier 8 jours. Jeanne superbe dans la magnifique robe de baptême que lui avait envoyée sa marraine. Il pleuvait à torrents, et ma femme, Lama et bébé ont dû attendre une éclaircie pour se rendre à la cathédrale, 6 à près d'1 kilomètre de chez nous. Naturellement elles ont fait le chemin en chaise à porteur. C'est le R.P. Martinet, procureur général des missions étrangères, qui baptisait, assisté du père Spada, curé italien de la cathédrale. Bébé s'est bien comporté, et n'a pas pleuré quand on lui a mis du sel sur la langue. Le déjeuner à la maison, très réussi, a duré fort longtemps. On a bu à la santé de bébé, qui est apparue au salon au moment du café. Elle a reçu d'Ardouin une très belle timbale en argent et vermeil, une autre de Madame Drouez, également belle, une jolie épingle en or, pratique et décorative, de Madame de Champmorin. Reste la séance de photographie, et la vaccination qui est à recommencer. Ce matin dimanche, cérémonie d'un autre genre. La colonie française et le corps consulaire offraient à Monsieur Leroux, comme souvenir de son long séjour ici, un meuble japonais et des vases empoisonnés. C'est Laure qui a fait le speech d'usage, où elle a parlé de vœux, de regrets, de reconnaissance, etc. Le père Leroux, plus ému qu'elle, a pleuré en parlant et parlé en pleurant. Puis l'on a bu du champagne. J'oubliais de vous dire que dans la nuit d'hier, Laure et moi avons été pris d'atroces coliques qui ont duré jusqu'au matin. Marceline ayant éprouvé les mêmes douleurs, nous en concluons que nous avons mangé quelque chose de malsain.
Nous avons tous bien souffert, mais je crois que c'est bien fini. Aucune nouvelle de Paris au sujet du successeur de M. Leroux qui part le 9 septembre. Je compte de moins en moins sur la gérance quand je pense au nombre de consuls de Chine à Kazé, qui intriguent pour venir ici. 1901. 31 août. Nous avons fait photographier Jeanne hier. On a dû prendre 6 clichés pour pouvoir choisir ceux qui seront réussis, et dans une huitaine nous vous en enverrons une demi-douzaine. Elle est bien amusante maintenant, notre Jeannette, qui jase et semble vouloir parler. Ses yeux sont toujours en mouvement, à suivre les allées et venues des gens. Je passe de longs moments chaque jour à la faire rire. Elle est très avancée malgré sa naissance prématurée, pèse plus de 11 livres et se porte très bien. Nous sommes toujours aussi ignorants du successeur de M. Leroux. M. Kloboukowski, notre nouveau ministre au Siam, m'a écrit que vu mon désir de ne pas y retourner actuellement, il ne m'y faisait pas rappeler, et me souhaite de rester en Chine pour y faire carrière. Je suis bien heureux de voir mon retour au Siam à journée, et j'espère que l'on va me pourvoir d'un poste dans l'Empire du Milieu. La mise en disponibilité de M. Leroux est fixée au 1er septembre. Il devrait donc me passer le service, mais pense à ne le faire que le 9, date de son départ. Sa femme et lui sont mortifiés de devoir quitter Hong Kong plus tôt qu'ils ne l'avaient envisagé. Il va y avoir le 3 septembre, un an écoulé depuis notre mariage. Vraiment que de choses dans cette année. Le 3 au soir, nous dînons justement chez le consul général des Pays-Bas avec toute la colonie française en l'honneur des Leroux. Ce sera en même temps en l'honneur de notre anniversaire de mariage. J'ai depuis quelques jours énormément de travail par suite de la présence en rade de 3 grands voiliers français, qui ont eu des avaries. La procédure maritime est très compliquée, et pour la moindre expertise il faut un tas de monceaux de paperasse. J'ai du reste appris beaucoup ici de ce que nous appelons la navigation, c'est-à-dire tout ce qu'un consul doit savoir et appliquer selon les circonstances, dans les questions relatives aux navires français. C'est très difficile et délicat. Je vais dans quelques jours me mettre à faire du mandarin, chinois délettré, avec un vieux pékinois. J'ai besoin de pouvoir me débrouiller avec les autorités chinoises, si l'on m'envoie en Chine. Raphaël, gérant du consulat, mais pour combien de temps ? 1901. 8 septembre. Le chinois photographe auquel Laure s'est adressé n'a rien fait de bien. Nous avons fait refotographier bébé, et dans 8 jours j'espère vous envoyer quelque chose de présentable. Tous les matins à 7 heures nous sommes réveillés par Jeanne qui pendant que son amas la baigne, rit et gazouille comme un petit pinson. Elle est bien amusante maintenant. Monsieur Leroux part demain lundi 9. Il m'a remis la gérance du consulat depuis le 5 septembre. Ce qui double à peu près mon traitement, mais pour combien de temps ? 10 jours, 1, 2 ou 3 mois ? La malle de demain me la prendra peut-être. Mais je suis obligé de clore cette lettre avant, en raison du travail qui m'attend d'ici là. Il me faut viser les papiers de bord de 2 paquebots français, m'occuper des marins et des soldats qui rentrent en France, aller conduire M. Leroux et sa famille à bord. Jusqu'à 1h de l'après-midi ce sera l'affolement, comme tous les lundis où les 2 courriers allant en France et en venant se croisent à Hong Kong, c'est-à-dire 2 fois par mois. Ardouin, venu de Canton pour dire au revoir à M. Leroux, a déjeuné avec nous ce matin. Nous avons parlé du Siam et de la Chine. C'est un bien bon ami que je suis heureux d'avoir si près de moi. Dans quelques jours, si je garde la gérance, et si l'on m'envoie un chancelier, je me propose d'aller à Canton avec Laure et de revenir par Macao. C'est un petit voyage que l'on fait en 3 jours, et qui est charmant. Navigation fluviale sur la rivière des Perles, et un petit bout de mer au milieu des îles. 1901. 15 septembre. Depuis le 5 je suis monsieur le consul. Monsieur Leroux est parti lundi dernier. Le courrier de Paris qui est arrivé le 9 nous a appris que c'est monsieur Liébert, actuellement à Pékin, qui va venir prendre le poste ici. Il m'a appris aussi que monsieur Leroux avait été invité il y a déjà plusieurs mois, à rentrer en France et à me laisser la gérance. Ce qu'il n'a pas fait. Ma gérance actuelle, qui peut se terminer d'ici quelques jours, aurait donc duré, d'après les intentions du ministère, près d'un semestre. Je suis furieux. Monsieur Liébert ne m'a pas encore écrit. Je compte toujours quitter Hong Kong cet hiver, et avoir un petit poste bien à moi.
Jeanne va très bien, mais Laure est un peu fatiguée. Nos secondes photos ne sont pas mieux que les premières. Nous les enverrons quand même plus tard. Le temps se radoucit beaucoup, le vilain été va finir et la période charmante à Hong Kong va recommencer. J'ai reçu une longue lettre de Madame de France qui fait une saison d'eau en Auvergne. Son mari n'a plus de poste. Mais ils sont heureux d'attendre étant riches. Je prends tous les jours une leçon de chinois d'une heure. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.